Salut les crinqués! Bienvenue en automne! On peut les croquer, on peut y tomber, mais il faut tout d'abord qu'elles ne soient pas empoisonnées. Aujourd'hui, la pomme. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain The Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. C'est l'épisode 203 du podcast des crinqués. Marc de Paperman Gagnon, salut. Salut! Et Red de Gamer, salut. Salut les animateurs, ça va bien? Oui, ça va bien. Et pour expliquer aux gens qui nous écoutent l'origine de ce podcast sur la pomme. Et d'ailleurs, soit dit en passant, Joël n'est pas là ce soir. Petit problème de dos. Ouais. Parce que je pense qu'elle aurait aimé ça parler des pommes. Ben peut-être, oui. Oui. L'origine de cette idée-là J'espère qu'il écoute. vient du scotch Oui. parce que nous étions, il y a de cela exactement une semaine, au Détendu, bar ludique à Rivière-du-Loup, et le meilleur bar pour le scotch. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit on est en automne, on parle des pommes. Ouais. Et là, le propriétaire nous a comme dit « Ah non, moi, je l'écouterai pas, cet épisode-là, parce que les pommes, ça m'intéresse pas. OK. » C'était fini. Non, Voilà. il a dit, vous êtes pas game de faire ça. OK. C'est que là, puis là, il a dit, ah là, on fera pas. Ah, Mais il trop était à tard. côté de moi, puis là, ben, j'avais mon Sylvain que les épaules, ils sautaient à côté. Fait que là, on a fait comme, oh, c'est pas vrai, là. C'est ça. Avec Red d'un côté qui fait comme non, ça se peut pas. Puis Marc qui se met à dire ouais, mais peut-être que. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Nous parlons. Puis Nico qui dit, ah ouais, ok. Non, mais le pire, OK? Avant, aujourd'hui, je me suis dit ça va prendre une demi-heure puis ça va être fait. Je ne suis plus sûr. D'accord. Je ne suis plus sûr. Puis je pense que Marc même s'est retenu. Oui, clairement. Fait que finalement, D'accord. la pomme ou les pommes prennent plus de place dans la culture pop que moi-même je pensais. Ah oui, c'est la pointe de l'iceberg, encore une fois. D'accord. Où tu t'en vas avec tes skis? Ouais. Les skis, ils sont larges. Fais de la C'est ça, raquette. c'est ça, exactement. On, Ok. on s'en va en plein verger pour parler de pommes aujourd'hui. Marc, je pense que l'origine de la pomme dans la culture pop, on s'en doute un peu. C'est la genèse. Mhm. Hein, la pomme de la discorde. D'ailleurs, je l'ai mis dans mes 5 thèmes, mes 5 choix de pommes, parce que je me suis quand même retenu, comme tu dis. Mhm. Mais oui, écoute, c'est relié à la Bible, bien entendu. Je l'ai dit, la Bible, c'est le plus beau roman de fiction qu'il n'y a pas au monde. Probablement un des plus lus aussi. Ben, je pense que c'est un des plus vendus. Et un des plus vendus, il y a des belles histoires là-dessus. Il faut passer Mhm. par-dessus le premier degré, là, mais il y a vraiment des belles histoires. Ils sont forcés, hein, honnêtement. Là. Puis, bien entendu, la jeunesse, ça, c'est Adam et Ève. Ben oui. Hein. Puis, la pomme, c'est le fruit défendu. Parce qu'il dit, tu n'as pas le droit de manger la pomme. Ça, c'est le méchant serpent qui représente le mal. Ben oui. Mhm. Hein. Puis, lui, il dit, Ben, en ah, ouais, mais c'est pas le serpent qui dit que tu devrais la manger. oui, OK. mais Dieu lui dit, Non, tu non, ne mais peux pas lui mais toucher Dieu parce veut que pas, la ben pomme, non. c'est la connaissance, c'est l'ouverture, c'est censé représenter un paquet de choses, mais aussi c'est la tentation. Puis c'est un test, dans le fond, qu'on peut considérer ça comme un test. Puis là, il y a eu le serpent qui est venu voir Ève. Il y en a Ève qui est la femme, tu sais, qui est le sexe faible. On s'entend. C'est pas vrai, là, mais c'est dans l'histoire de la Bible. Puis, ben, elle mange la pomme. Puis en mangeant la pomme, ben, ça fait en sorte que l'homme et la femme ont été bannis du paradis parce qu'on a manqué le test. Ceci dit, il est rancunier en chien, Dieu. Là, ça fait quand même un maudit bout là, qu'elle a mangé la pomme. Pourquoi nous sacrer patience pour nous redonner la place? C'est là. ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tant fait notre meilleur culpa non plus, parce qu'on a continué à faire chier la patente. Mais bon, la pomme représente la discorde. Mhm. Tu sais, c'est comme c'est ce qui a fait en sorte qu'on est dans le schnout aujourd'hui. Mais en même temps, là, puis là, je vais faire mon philosophe, là. Vas-y.
la vie serait pas aussi belle si elle avait pas mangé sa pomme. Tu penses? Ah ouais. À demande qu'elle l'aurait pas mangé, nous, on serait dans le paradis présentement. Ouais, comment tu ferais pour apprécier les mais bouts de fun? peut-être que le paradis, c'est plate. C'est ça. Je sais pas, jamais. Non, moi non plus. Une vie de contemplation. Moi. Parce que je suis jamais allé en enfer non plus. Peut-être que l'enfer, c'est super cool. Ben, Je veux pas essayer. ça sera pour une autre discussion. Ouais, mais je pense que dans les histoires, vraiment, là, c'est probablement ben, j'imagine qu'avant ça, il y a aussi toute eu la mythologie, là. Tu sais, je veux dire, on parle de la Genèse, là, mais tu sais, avant la Bible, il y a quand même eu un monde avant, là. Tu sais, je veux dire, le monde n'a pas commencé avec l'arrivée de Jésus, là. Non? Non. Ah. Parce qu'on va s'entendre qu'il y en a eu aussi dans la mythologie grecque, hein. Puis je pense que le plus bel exemple, excusez-moi, il faut que je commence à apprendre à bien parler, la pomme de la discorde. OK. Hein, cette fameuse pomme de la discorde-là qui est à la base même de la guerre de Troie. Parce que cette pomme-là, elle a été genre... On va raconter l'histoire, vu qu'on est trois, on a un petit peu plus de temps. Hein? C'est quasiment à dire, vu que Joël n'est pas là. Et comme, c'est ça, on peut enfin parler. On peut se lâcher lousse. C'est pas vrai. Non, je sais. Je faisais des blagues même avant le podcast que là, on n'aura plus de structure, on va courir de tout bord, de côté. Ça va être super confus. Bon. Joël n'est pas là pour garder le fort. Sylvain, remet tes culottes. Alors, la déesse Iris prend une pomme et au mariage de Pélée et de Télis, alors ça, c'est tous des noms. Là. Elle garoche ça dans le milieu et elle dit c'est pour la plus belle. Fait que là, tu sais bien que toutes les femmes sont allées parce qu'ils sont toutes considérées comme la plus belle. Et ça a fini que ça a été une grosse foire. Et à la fin de tout ça, ben il y a Paris. Parce que là, au départ, on a demandé à Zeus pour dire « Ah, toi, grand Zeus, qui tu trouves la plus belle? » Il y a des gens qui ont dit « Attends un peu, c'était un dieu. Là, ça n'a comme pas de sens. Là, on va demander à un humain, tu sais, Paris. C'est un humain bien ordinaire, tu sais, un beau body. Là, c'est joué par Lando Blum là, dans 3, là, à peu près. Là. Puis vas-y. Puis là, il dit ah ben là, les trois, ils ont proposé des affaires. Puis tout, puis ça a fini qu'il est parti avec Hélène. Mais malheureusement, Hélène, ben, c'était la femme du roi Mélénos. Puis il était en tabarnak. On te dit dans le même, là. Puis il disait t'as peu, là, t'es parti avec ma femme, là. Ben nous autres, on va aller la récupérer. Fait que tu sais, dans ce temps-là, on voyageait léger. Fait qu'il est parti avec 200 000 hommes. Oui. Oui. Puis, oui. Puis un petit pack-sac, là. Un petit pack-sac. Oui. Tu sais, 12 000 bateaux là, en bois, là. C'est ça. Probablement le pack-sac de Link. Oui, exact. Un peu comme dans les Anneaux de pouvoir. Là. Ils ont des super bateaux remplis de gens, mais on ne sait rien pas où ils ont tout mis. Mais bref, ça a fait la fameuse guerre de Troie où on a eu des actes héroïques à l'intérieur de tout ça. Donc, le combat titanesque entre Hector et Achille qui a fini par la mort de Hector. Alors, voilà. Et la mort d'Achille aussi, qui fut tué par ce petit Paris. Paris qui avait l'œil. Mais bref, on est toujours dans cette pomme de la discorde-là. La pomme, encore une fois, qui est représentée comme, tu sais, je veux dire, c'est pas bien, tu sais, c'est la pomme qui représente, qui est la plus belle, on va tous se battre pour lui. Fait on est encore dans le négatif. On est toujours dans le négatif, mais habituellement, on n'est pas dans le négatif. Je veux dire, généralement, dans la culture geek, on va discuter de la pomme. On le fait comme, je l'ai dit, comme tentation, mais c'est aussi un objet de pouvoir ou un objet de connaissance. OK. Tu sais, je veux dire, dans la mythologie, par exemple, asgardienne, Thor et tous les gens doivent manger une pomme magique pour garder leur longévité. Souvent, cette pomme-là va être représentative de l'accès à la connaissance. Et là, j'ai plusieurs exemples que je vais vous raconter. Des trucs que vous allez peut-être connaître, d'autres moins. Je vais commencer facilement par le plus bel exemple. Je pense que tu vas aimer ça. Dans Death Note, OK. La pomme. Qu'est-ce qu'elle représente, la pomme, hein? Parce qu'on sait que Ryuk, ou Richutu, comme tu prononces. Je pense que c'est Ryuk. Ouais. Qui est le dieu de la mort, dans le fond, qui est le propriétaire du fameux carnet de la mort. Ouais. Où ce que le petit maudit le trouve, là. Ouais. Je le varcherai. D'ailleurs, j'en ai une copie dans la maison. Ah oui? Oui. Je sais plus comment il s'appelle, là. Puis, mon Dieu, je me rappelle plus. Light? Non, Light. Ça, oui, bon. Oui, Bref. Light Yagami. Oui, exactement. Alors, le lien avec
le péché capitaux à l'intérieur de ça. Tu sais, cette fameuse pomme-là représente un peu comme le pacte qu'il y a eu avec le pouvoir du carnet. Puis à chaque fois qu'il mange une pomme et tout ça, on a je pense que c'est une genre de métaphore pour la tentation de l'être d'utiliser ce fameux carnet-là, parce que il veut l'utiliser, mais en même temps, il va très mal l'utiliser. Oui, Il va perdre une partie de son humanité en l'utilisant. C'est Shinigami, c'est ça? Light. Non, pas Light. Oui, c'est à peu près ce nom-là. Ouais. C'est ça, le Shinigami. Honnête, là, il en mange des pommes une puis une autre. Fait que, dans le fond, il passe son temps à le tenter aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'est la tentation. C'est toujours encore représentatif de la tentation, mais également du pouvoir. Parce que c'est le fameux carnet qui te donne le pouvoir de tout faire. Honnêtement, c'est un... Moi, je ne tripe pas tant Death Note. Parce que je trouve je suis dans un mood où j'aime plus lire des trucs un peu plus positifs. Mais moi, dis que des fois, j'aimerais ça l'utiliser. Ouais. Je dirais ça de même. Ouais, ben justement, c'est que là, évidemment, on est là pour parler des pommes, là. Ouais, la tentation est grande. Là. Mais c'est ça. Oui, on l'haït, il est fendant, il fait ce qu'il veut avec, mais si on l'avait... Ouais. Bon, je dis que j'en ai une copie, mais elle ne fonctionne pas. Là. Je ne l'ai pas essayé, mais je suis sûr que ça ne fonctionne pas, là. Mais si on avait vraiment un livre comme ça, on l'utiliserait. On l'utiliserait, mais c'est notre vision par rapport aux gens qu'on éliminerait. Exactement. Donc, finalement, avons-nous raison? Non. Non, puis les gens qui disent « Oh, moi, je ne l'utiliserais pas », je pense que tu serais tenté quand même. Je veux dire, en tout cas, bref, la tentation de la pomme, on est encore à l'intérieur de tout ça. Tu l'utiliserais pas parce que tu l'as pas. Oui, puis c'est facile de se cacher derrière ça, comme c'est facile de se cacher derrière un clavier pour troller ou pour faire n'importe quoi. Vrai, absolument. Le meilleur exemple de la pomme dans la culture geek, et là, je vais tomber dans quelque chose que moi, je préfère, Appleseed, de Shiro. Je veux dire, Appleseed de Shiro, c'est... Ex Machina, tu parles? Non, Appleseed. Appleseed, c'est vraiment le titre de Shiro. Okay. C'est le même qui a fait Ghost in the Shell. Là, on est dans une manga de 4 tomes à l'origine, où ce que Appleseed représente vraiment le symbole du pépin de pomme. Le pépin de pomme, dans le fond, ça représente un peu comme le renouveau de ce monde-là, la renaissance, parce qu'on est dans un monde post-apocalyptique où ce que tout va mal. Et on a ce projet-là, qui est le projet Appleseed, qui est de construire une cité qui s'appelle Olympus, où ce que tout le monde est censé vivre en paix et en harmonie avec les biorides. Les biorides, c'est des genres de créatures humaines modifiées qui sont là pour la paix. Et on a ces deux personnages-là, Donan puis Ublielios, je me souviens, je suis pas capable de le prononcer, qui vivent à l'intérieur de ça, qui eux autres représentent un peu comme le grain de sable. Le pépin de pomme est représentatif de l'avenir, de la renaissance, mais aussi de ce petit grain-là qui peut venir dans l'engrenage puis tout faire basculer. Ben, de toute façon, quand on dit qu'on a un pépin. Exactement. Ça, et Shiro va jouer beaucoup avec ça. Ce petit grain de sable-là dans l'engrenage, il va s'amuser avec ça. Et on est vraiment, on n'est pas dans un simple clin d'œil. On pourrait penser, il a appelé ça comme ça pour le fun, mais pour lui, c'est un symbole philosophique réellement de son idée à lui, parce qu'il était très politisé dans ses bandes dessinées. Aussi au niveau de l'avenir, dans Ghost in the Shell, on joue beaucoup avec la fusion homme-machine, et on se rend compte qu'il était vraiment sa coche, là, parce qu'on est rendu, on s'approche de ça, là, la fusion homme-machine. Là. Mais en même temps, on a une partie dystopique dans Appleseed, mais on a une partie aussi utopique. Ouais. Fait que c'est rare les bandes dessinées ou les livres qui vont jouer avec les deux. Tu sais, je veux dire, et là, Appleseed le fait très bien. Et là, il y a comme une genre de rumeur dans Appleseed où ce qu'on pense à tort qu'à un moment donné, Donan, le personnage principal, arrête une machine avec un tir, avec un pépin de pomme. Je ne sais pas d'où c'est parti, cette rumeur-là. Moi, je l'avais aussi dans ma tête. J'avais l'impression de l'avoir lu, où ce qu'elle avait plus de balles pour arrêter la machine, puis qu'il y a quelqu'un qui donne un pépin puis qui tire avec. Mais c'est un effet collectif du titre et de tout ça, dans le fond, pour représenter ce que j'ai dit, le grain dans l'engrenage. Elle ne le fait pas, mais c'est une représentation de ce qu'elle pourrait faire. Et c'est un manga absolument extraordinaire, en 4 tomes, que vous pouvez trouver n'importe où. Bibliothèque, encore disponible à l'achat.
Si vous avez aimé Ghost in the Shell, vous allez adorer Appleseed. Okay. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus développé que Ghost in the Shell parce que Ghost in the Shell, à un moment donné, il part dans des délires. C'est très difficile à lire aussi. Par contre, il y a beaucoup de notes en bas de page. Ouais, mais Ghost in the Shell, je veux dire, quand tu comprends un peu la trame, c'est facile d'extrapoler. Ben, je dis c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est juste que nous autres, on a l'oreille habituée à ça, puis on est des lecteurs avertis ou on est des auditeurs avertis déjà de ce style-là. Bien entendu, quelqu'un qui commence, il va trouver ça élevé. Ah, c'est élevé. La première partie est plus tranquille, là, mais après, là, ça commence à être élevé. Là. Toute la conception de l'humanité. Et aussi savoir qu'après ça, Shiro est complètement disparu. Là. Mm-hmm. Je veux dire, il est parti dans un trip de dessin porno pour lui, de publicité, puis on ne sait pas ce qu'il est. OK. Il y a même des gens qui pensent qu'il est mort. Mais bon, moi, je pense pas, là, parce qu'on l'aurait quand même su. Mais bref, Espoir et Renaissance, Grain de sable dans l'engrenage, Appleseed, c'est représentatif de ce qu'on peut faire avec cette fameuse... Dans le fond, c'est des métaphores. Tu sais, je veux dire, on prend la pomme, comme on l'a vu, encore le système la discorde, l'interdit, mais on essaie de le mettre aussi avec la connaissance et la renaissance. C'est le plus bel exemple qu'on ne peut pas avoir. C'est très, très bon. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé des pommes de la discorde. Il y a La sagesse des mythes, qui est une série de bandes dessinées qui est écrite par Luc Ferry. Luc Ferry, qui est un philosophe et historien, qui reprend toutes les grandes histoires de la mythologie grecque. Okay. Puis il a fait une série de bandes dessinées. Et l'Iliade, le tome 1, est sur la pomme de la discorde. Alors, si vous voulez avoir ce mythe-là sous vos yeux, ben, vous pouvez lire le tome 1 et le tome 2, qui représentent vraiment le début de la guerre de Troie et toute cette légende-là de la pomme de la discorde. Parce que là, on est dans des histoires mythologiques et légendaires. Est-ce que ça s'est réellement passé? Tiens, moi, je ne l'ai jamais rencontré, Zeus. J'aimerais bien ça, mais bon. Moi non plus. Tiens, non. Je l'ai jamais rencontré. Bon, bref, on est encore une fois un peu comme dans la Bible, dans la fiction incroyable. Mm-hmm. Mais, je l'ai dit souvent, la mythologie grecque, c'est la base de pratiquement toutes nos histoires contemporaines. Je veux dire, si vous voulez vraiment avoir la base de tout ce qui se fait aujourd'hui, lisez la mythologie grecque. Lisez Homère, lisez l'Odyssée, lisez tout ça, puis vous allez dire, tabarouette, ça ressemble à tel film, ça ressemble à telle affaire, ça ressemble à... Ben oui, mais c'est la base. Ben. C'est un peu normal. Écoute, bon, on va tomber dans la science-fiction. Les fruits d'or du soleil. Oh! Ça, c'est en français. Mais le titre en anglais, c'est The Golden Apple of the Sun, qui est à l'origine un recueil de nouvelles d'un auteur de science-fiction qui est Ray Bradbury, qui est un des plus grands auteurs de science-fiction. Ça me dit quelque chose. Je vais comprendre pourquoi. Ouais, fait que lui, je veux dire, c'est vraiment un monstre de la science-fiction. On est en 1953, donc c'est pas récent. Et là, on est vraiment dans... On est dans la quête du savoir, on est dans la quête de l'inaccessible. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Marc, mais Ray Bradbury, il y avait un style d'écriture avant-gardiste pour ce qu'il écrivait dans son temps. Clairement. On parle pas juste d'histoire d'écrire pour de la science-fiction, là. Non. Il y avait beaucoup de poésie dans son écriture. Il était très visionnaire, un peu comme Asimov. Mm-hmm. Tu sais, quand on parle de monstres saqués de la SF, là, qui ont un peu, prédit l'avenir, on va le dire, là. Tu sais, il y a Asimov, bien entendu, parce que tu te dis qu'Adam, ce gars-là, c'est clair qu'il avait une vision... C'est un voyageur dans le temps, là. Ça, c'est certain, oui. C'est à se poser des questions. Là. Oui, parce qu'à un moment donné, tu te dis qu'il y a trop de coïncidences, là. Mais j'en parlerai dans mes samedums. Puis, ben, il y a Bradbury fait ça aussi. Il le fait également dans ses romans. Plus populaire au niveau de son écriture que Asimov. Asimov qui était très hard SF, très, très précis dans ses histoires. Un peu comme Clark avec 2001 et tout ça. C'est de la science-fiction très dure, un peu moins, très nichée, tandis que Ray Bradbury était plus populaire, plus monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est plus accessible comme littérature, ce qui en fait pas moins bonne pour autant. Et dans sa nouvelle, qui
Golden Apple of the Sun. Mhm. On est dans un vaisseau spatial qui veut rentrer dans le soleil pour aller voler un morceau du soleil pour récupérer cette énergie-là, cette connaissance-là. C'est une... Dans le fond, on parle ici de la pomme soleil comme une quête mythologique pour essayer de trouver Dieu ou de trouver la connaissance ultime, parce que le soleil, on s'en est parlé un peu tout à l'heure, c'est un peu comme c'est l'être ultime de notre univers. Je veux dire, pas de soleil, on n'est pas là. Non. Puis on s'entend tous qu'on est un petit bloc de glace, là, puis qu'on se fait des bébailles, là, puis il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Là. Je veux dire, le soleil, c'est primordial, c'est vénéré depuis des milliers d'années par tous les peuples qu'il n'y a pas. Là. Je veux dire, tu te rends compte que le soleil, c'est notre ami, mais on ne le regarde pas avec nos yeux, les enfants. Faut c'est dangereux. Vous ne voulez pas perdre vos yeux. Fait que c'est un peu une quête de tout ça. Et c'est une très, très belle nouvelle. Et ce qui est le fun avec Ray Bradbury, c'est qu'il est réédité souvent. Mhm. Donc, tu sais, tous ces recueils de nouvelles sont encore tous disponibles. Souvent, on va ressortir ces nouvelles parce que c'est un auteur qui vend encore, malgré qu'il soit décédé depuis plusieurs années. C'est vraiment quelqu'un qui vend beaucoup. Puis, ben, c'est un excellent auteur de science-fiction que moi, je vous conseille personnellement. Il y a eu des séries télé aussi. Ouais. Oui. Sur ces trucs-là. Oh, oui. Ouais, c'est... Il y a eu, c'était dans le temps de l'histoire de l'autre monde. Ouais, exactement. Tu sais, genre quatrième dimension, là, il y avait tout le temps des petites histoires. C'est ça, Twilight Zone, des affaires comme ça. Mais il y a eu, je me souviens pas si c'était le monde de Ray Bradbury ou quelque chose comme ça. Oui. Oui, puis mais il s'était même présenté par lui à une époque. Oui, exactement. Ouais, puis c'était toutes ces nouvelles qui étaient adaptées. Ouais. Je sais pas si elle a été adaptée. J'ai pas fait de recherche, mais j'aimerais ça savoir, parce que si oui, j'aimerais ça le trouver. Parce que ça m'intrigue de voir si elle a été adaptée. Mais je finirai avec Gottlieb. Pourquoi Gottlieb? Gottlieb, c'est un dessinateur en Europe qui a fait les fameuses rubriques à braque. C'est la comédie. Ouais. C'est de l'humour, c'est un maître de l'humour noir. Quel était le chien? C'était Guéluron. Guéluron, oui, exact. OK. Et dans les rubriques à braque, ben, il y a un personnage récurrent qui est Isaac Newton, qui est le représentatif de la pomme, cette fameuse pomme qui tombe sur sa tête avec la fameuse loi de la gravité. Et Gottlieb, lui, ben, il a pris ce personnage d'Isaac Newton-là et il va en faire un gag récurrent. Alors, dans toutes ces BD, il va avoir une histoire avec Isaac Newton, un moment donné, qui va avoir une pomme qui va lui tomber sur la tête pour une raison obscure. Mais il va amener ça dans un univers comique et incroyable. D'ailleurs, les rubriques à braque, le tome 1, c'est une pomme. Tu sais, sur la page couverture toute rouge, il y a une pomme blanche. Fait que c'est pour représenter ce fameux Isaac Newton. Et c'est le premier personnage que tu vois sur la page couverture, c'est Newton, avec cette pomme qui lui descend dessus, avec tous les autres personnages secondaires. Et c'est récurrent, c'est tout le temps. Il y a une coccinelle aussi dans l'intérieur de ça qui est récurrente avec ça. Là. Est-ce que ça se lit encore aujourd'hui? Rubrique à braque? Ouais. Ben, clairement. OK, non, mais ça aurait pu être dépassé. Là, non. Que tu comprends pas les références, quoi que ce soit. Non seulement ça se lit encore, mais ça se publie encore. Okay. Il y a souvent des rééditions, ça se vend encore, c'est encore disponible, parce que Gottlieb faisait un humour universel. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est de l'humour subtil. Des fois, c'est pas tout le temps drôle à première lecture, là. C'est répétitif souvent, là, sa fameuse scène où c'est deux fous qui changent un ampoule. Là. C'est une variation sur deux personnes qui changent une ampoule. Fait que là, il va s'amuser avec ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il s'amuse beaucoup avec ça. C'est un peu comme Franquin, je veux dire, il va s'amuser avec ses personnages, il va jouer avec ses personnages. Mais ça reste que c'est absurde au total. Puis ça vient tellement... chercher des petites références un peu partout que tu le relis aujourd'hui. Moi, des fois, je relis Rubrique à braque, puis il y a des affaires que je n'avais pas compris à l'origine. Là. OK. Puis que je me dis, c'est donc bien drôle, j'avais jamais vu ça. Parce que il y a plusieurs niveaux de lecture, mais je pense qu'aussi il y a plusieurs connaissances au niveau de la lecture. C'est un jeune qui va lire Rubrique à braque, c'est sûr qu'il n'y aura pas autant de plaisir qu'un adulte, par exemple, parce que toutes les références qu'il y a par rapport à ça, c'est pour ça que ça vieillit bien. Puis qu'il y a une capacité, il y a une bonne capacité de relecture de Gottlieb. Mais il faut aimer le genre. Si on n'aime pas l'humour absurde, on va peut-être trouver ça non.
Tu sais, si vous n'aimez pas ce genre d'humour-là, passez à côté. Mhm. Mais si vous aimez ce genre d'humour-là, là, c'est vraiment le fun. Puis les dessins de Gottlieb sont absolument géniaux. oui. Je veux dire, c'est un génie, ce gars-là de l'humour. Là. Il parle avec ses dessins, c'est incroyable. Fait que ce beau Isaac Newton qui reçoit sa pomme 1 milliard de fois dans Rubrique à Vrac, tout ça pour cette fameuse gravité universelle. C'est tellement drôle. Puis c'est tellement n'importe quoi. Parce qu'à l'origine, tu te dis, c'est pas drôle. Tu sais, il reçoit une pomme, paf. Mais il réussit à rendre ça drôle. Puis il réussit à faire comme... Tu t'attaches à un personnage, dans le fond, qui ne fait que recevoir une maudite pomme sur la tête. Ouais. C'est là la magie de Gottlieb. Donc, voilà mes 5 petits exemples que je voulais vous donner aujourd'hui par rapport à la pomme. Il y en a d'autres, parce que ça pleut, mais je n'ai pas parlé de Disney. Tu vas en parler tout à l'heure. Oui, sûrement. Fait que, voilà, moi, c'est ce que je vous dis. Mais Appleseed, c'est un must. Du must par rapport à la pomme. Ouais. Mais vous ne verrez jamais une pomme dans Appleseed. Non. C'est pas ça le but. C'est la métaphore de la pomme qui est importante. C'est ça qui est le fun. Ce que je retiens depuis le début du podcast, là, on parle de pommes et tout ça, mais c'est presque toujours une métaphore. C'est presque toujours, ça veut toujours dire quelque chose d'autre. C'est pour nous faire penser tout le temps quelque chose d'autre, on dirait. Oui. On dirait qu'ils prennent un fruit, somme toute banal, pour nous montrer, écoutez, c'est quelque chose de banal qu'on passe à côté sans s'en rendre compte, mais ça nous fesse d'en face avec, ou ça nous tombe sur la tête. Ou ça nous tombe sur la tête, ou ça nous fait penser à quelque chose d'autre, ou ainsi de suite. Fait que, tu sais, on part de quelque chose de banal, qui est la pomme. Mais je dis banal, là, mais tu sais, je veux dire, je dénigre pas la pomme. Là. C'est ça. Ben, commun. Ouais. Mais commun, c'est ça que je devrais dire. Puis elle est aux antipodes. Tu peux avoir la pomme de la tentation, la pomme du châtiment. Ouais. Puis on peut avoir la pomme de la connaissance, la pomme de l'incroyable longévité des dieux asgardiens. Ben oui. Fait que t'as les deux bouts du spectre, là. Tu sais, méchant, bon, méchant, bon. C'est incroyable, pareil, que simple petit fruit comme ça. Mais ne dit-on pas que manger une pomme par jour nous éloigne du médecin pour toujours? Peut-être. Ben, j'imagine que si tu manges la pomme de l'arbre d'Asgard, oui. Mais ça a moins bien été si tu manges l'arbre du paradis. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et aussi, ben, tu mentionnais Newton en tant que personnage de BD, mais juste l'image même de Newton qui reçoit une pomme sur la tête. Oui, je veux dire, c'est devenu quelque chose de culturel. Oui, puis c'est à la base de la marque la plus connue d'informatique qui est Apple aussi. Ah, je vais vous en parler un peu tantôt. Oui. Ça, c'est relié avec ça également. Fait qu'on s'est approprié ce fait d'histoire de Newton. Ouais. C'est quand même impressionnant. Guillaume Tell, on met tout ça dans la littérature. C'est-tu de la littérature? Je n'ai même pas cherché parce que je me suis dit que c'était trop évident, mais je ne sais pas. C'est-tu un conte? C'est une légende? J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est un roman? Je sais pas. Mais c'est sûr que il y a Newton qui reçoit une pomme sur la tête, mais l'image de quelqu'un avec une pomme sur la tête, c'est clairement Guillaume Tell. Oui, il ne faut pas que tu rates ton coup. Non. Puis c'est la confiance absolue envers quelqu'un. Moi, j'accepterais pas ça, d'avoir une pomme sur la tête en me disant « Oh, je vais la... » Non. Les cochons n'acceptent pas d'avoir des pommes dans la bouche non plus pendant qu'ils cuisent, mais ils n'ont pas le choix. Non, ça c'est un fait. C'est pas de ça qu'on parle. Donc, moi de mon côté, la pomme à l'écran. Bon, 2 éléphants dans la pièce. Le premier est en Blanche-Neige. Bon, évidemment, c'est la pomme, peu importe l'adaptation de Blanche-Neige, il y aura toujours une pomme, là. Et pourquoi c'est une pomme et non pas un autre fruit, je ne le sais pas, mais probablement que, comme tu le disais, Red, tantôt, la pomme, ça peut signifier bien des choses. Recevoir une pomme, c'est peut-être innocent. C'est peut-être relié avec la Genèse, là. Pourquoi ils prennent une pomme? Parce que c'est la pomme de la J'ai aucune idée. Mais recevoir une pomme, tu te doutes pas qu'elle est peut-être empoisonnée? Non, puis souvent, on a des légendes urbaines par rapport à l'Halloween avec des pommes remplies de lames de rasoir. C'est ça, absolument. On a même exploité ça dans des films d'horreur. Il faut le faire. Si c'est vrai, il faut le faire. J'ai de la misère à croire que c'est vrai. Là, de toute façon,
J'imagine les enfants aujourd'hui recevoir une pomme pour l'Halloween. Là, d'après moi, tu en reçois dans le front. Hein. Ouais, oui, il en reste sur ton perron. Peut-être. L'autre éléphant dans la pièce. La tarte aux pommes chaudes. Ah, oui, OK. American Pie. American Pie. Folie de graduation. Okay. Je ne donne pas de détails. Mais ceci dit, moi, je pense qu'il n'y a jamais personne qui a fait ça dans sa vie, là, honnêtement, là. Tu sais, il faut, un, que tu sois cave en crime. Ben, c'est un peu le but du film. Puis de deux, je dis, quelle sensation que t'as de... Moi, honnête, là... Si ça vient de sortir du four, ça doit être quelque chose. Ouais, s'il y a de la cannelle en masse dedans aussi, ça doit être quelque chose. Vire avec ton engin aussi rouge qu'une pomme. Oui, mais j'ai jamais compris quand il dit... Tu te sens comme dans une tarte. Ah, non. Je sais pas, là, mais non. En tout cas, non. Non. Dans ta chambre, va réfléchir. Me semble que par expérience, non. Tu vois, là, c'est là où la présence de Joël... Ouais. Elle nous manque, là. Elle ferait en sorte qu'on ne dérape pas. Ben, OK. Voilà. Sortons. L'éléphant de cette pièce-là est sorti. C'est bon. On n'en parle plus. Il n'a pas mangé la tarte après. Non. Je vais vous en sortir un éléphant, moi, tantôt, avec la culture québécoise. Mais oui, probablement que la tarte aux pommes aussi a sa place. Il y a probablement plein de personnages de grand-mère qui font des tartes aux pommes incroyables. C'est un cliché. Là. C'est ça. Et sur Disney, il y a des petits épisodes de Mickey là, avec en animation, là, où tu as la sorcière qui essaie d'empoisonner Mickey avec les fameuses pommes. Là. OK. Puis là, Mickey est comme un peu naïf, puis il déjoue toutes ses tentatives. Elle mange chez bas. Elle en mange des pommes. Là. Ces pommes empoisonnées, là, ils sont toutes renvoyées par inadvertance. Mais je pense que c'est à cause de plus tôt que lui il est allumé un peu plus. C'est vraiment drôle, là, cet épisode-là. Elle mange chez bas. Là. Un peu à la genre de Bugs Bunny. Là. Ouais. Fait qu'elle paye. Oui, ben un peu, c'est ça. Bugs Bunny puis le coyote. Ouais, exact. Ce gars-là, c'était Mickey contre la méchante sorcière. OK. Parce qu'évidemment, il n'y a pas juste le coyote et le Roadrunner, il y a le coyote et Mickey. Mais je dis c'est le coyote, là, mais je pense qu'avec Bugs Bunny, c'est pas un coyote. Un loup? Ouais. Un genre? En tout cas, parce qu'il n'a pas le nez de la même couleur. OK. OK, ouais. Mais non, je pense qu'il s'appelle... Ouais, non. C'est... Là, je vais fermer la parenthèse parce qu'on parle des pommes, là. C'est quand il essaie de voler des moutons. Il y a un dessin animé où il arrive les deux, le chien berger et le loup, qui ressemble à Will Coyote. Puis il punch deux cartes. Là, ouais. Ça, c'est pas un coyote, c'est un loup. Mais c'est le même dessin, sauf la couleur du nez. OK, oui. Mais oui, avec Bugs Bunny, c'est Wile E. Coyote Genius. Ouais. C'est écrit sur sa carte d'affaires. La parenthèse est fermée. À part ça, quand je dis que je pensais que c'était un petit sujet, je tombe sur un article qui parle du cliché, parce qu'on a déjà fait un épisode sur les clichés, du cliché du vilain qui croque dans une pomme. OK? Hey! Il y a, pour montrer que le vilain, il est vilain, qui s'en sac, qui est baveux, puis qui t'écoute pas, il te mange une pomme d'en face. Drago fait ça dans Harry Potter. C'est vrai. Ah oui. Parce que il y a le fait de croquer dedans. Ça fait du bruit. Il y a le bruit, exactement, parce que là, la personne est en train de te parler, puis toi, pour montrer que tu t'en sacs, OK? Il y a ça. Il y a Drago qui fait ça. Il y a Barbossa dans Pirates des Caraïbes. Ajax dans Deadpool. C'est vrai. Colin Farrell dans Fright Night. Puis ça, c'est pas nécessairement le meilleur remake de film d'horreur. Là. Non, mais... C'est quoi ça, Fright Night? Fright Night, Vampire, vous avez dit Vampire. Oui. Il y a eu un remake de ça? Avec Colin Farrell. Ouais. Ouais, ça aurait dû arrêter. OK. Donc ça, justement, c'est le fait pour montrer l'arrogance du personnage. Oui, parce que dans le fond, je pense que je me trompe pas, dans le film, il mange une pomme pour montrer que, hey, un vampire, ça boit du sang, ça mangerait pas une pomme.
ou une affaire dans ce Mais style-là. je pense que dans l'original, il fait aussi le méchant. Ah, ça se peut. Il me semble que j'ai un flash là où Ça se peut. quand il va avec le chasseur. Mais là, l'original, j'avais trouvé ça c'était hard. correct. C'était hard dans Tabarouette. Ouais. À l'époque, là. Ouais. C'était pour un film qui semblait pas sérieux. Ouais, non, c'était assez épeurant, là. Moi, j'ai des souvenirs. Le crucifix qui brûle dans le front, là, c'est... Non, puis je me souviens que les décors, puis les costumes, les maquillages... Non, c'était très creepy comme film. C'était bien fait. À part ça, au grand écran, dans le film Good Will Hunting, il y aurait une séquence avec une pomme. Si je traduis, je sais pas pourquoi on m'a mis la phrase en anglais, là. How do you like them apples? Comment aimes-tu ces pommes-là? Ou quelque chose comme ça, dans le film. Dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, il y en a un qui reçoit une pomme d'en face. Lequel, je sais pas. Là, il y a beaucoup de fruits et de nourriture. Il y a des hobbits. Fait que c'est ça, il y a des hobbits. C'est automatique. Dans le Code Da Vinci, oui. Tom Hanks visualise une pomme sur le tombeau de Newton. Ah oui, pour trouver le fameux mot de passe du cryptex qui est Apple. Ça se fait la fameuse mémoire parfaite. Fait qu'il revient sur le lieu pour trouver le mot de passe. Dans Chérie, j'ai réduit les enfants, un test raté avec la fameuse machine fait exploser une pomme. Dans The Grand Budapest Hotel, on vole un tableau qui s'appelle The Boy with Apple, le garçon et la pomme. Dans 300, Léonidas mange une pomme parfaite. Oui, tout à fait. Dans Oppenheimer, il y a mention d'une pomme, mais c'est en référence à la vraie histoire où Oppenheimer a empoisonné une pomme. Oh! Au radium? Aucune idée. Star Trek, Kirk mange une pomme durant le test Kobayashi Maru. Oui, c'est pour montrer un peu son... tu sais, je veux dire, un peu comme tu dis... Sa désinvolture. Sa désinvolture. Tu sais, il arrive là, un test qui n'a jamais été réalisé parce qu'il a été créé par Spock pour ne pas être réalisé. Puis lui, il arrive tout bien relax avec sa pomme. Puis il fait le test avec sa pomme. OK. Il est dans le vaisseau, il mange sa pomme pendant qu'il fait le test. Puis il dit, Capitaine, vous faites quoi? Rien. Hein? Oh non, on fait rien. Puis il fait bugger le système. Puis il réussit le test. Le Spock est en maudit. Puis tout le long. Mais pourtant, il n'est pas censé avoir d'émotion. Mais c'est un demi. Ouais, OK. Donc, puis il mange toujours sa foutue pomme avec sa face de fessée dedans. Puis t'as envie de péter c'est sa ça. pomme. Donc, si tu veux avoir l'air arrogant, frais, arrogant, tu manges une pomme. Ouais, mais on a un candidat pour devenir premier ministre du Canada qui a essayé de faire ça, puis ça n'a pas de temps fonctionné. OK. Bon. Il a essayé de manger une pomme devant les journalistes pour se faire arrogant, mais il n'a pas gagné. Bon. Fait que pas sûr que c'est bon. Ça passe moins. Ça passe moins. Dans Doctor Strange, scène de l'œil d'Agamotto, il y a une pomme qui est utilisée pour illustrer la manipulation du temps. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est bien ça. Oui, c'est vrai. À pourri. Puis elle revient. Ouais. Dans Réponse, le cheval Maximus mange beaucoup de pommes. Ouais. Dans Indiana Jones et le Temple maudit, il y a une scène impliquant une pomme, mais je peux pas vous dire laquelle. Moi, je peux te le dire, c'est laquelle. Après le festin. OK. Parce qu'elle mange rien. Elle mange rien. Personne n'aurait mangé quelque chose dans ce festin-là. Là. C'était dégueulasse. Là. Puis il amène un plateau de fruits en mangeant une pomme avec son look cheveux ouvertes, chaise en or qui brille. Je danse le meilleur, je suis Indiana Jones. Fait qu'il arrive avec le plateau de fruits. Bien, je vous dire, OK. Style tombeur un peu. Là. À l'air Harrison Ford. Là. OK. Ça marche. Mais la pomme, finalement, manger une pomme, c'est la désinvolture, c'est le je m'en foutisme. Oui, mais là, c'était je suis cool. OK. Tu sais, je suis hot. Ouais, ça n'aurait pas eu le même impact s'il est en train de manger une banane ou il est en train de déplucher ou s'il est en train de déplucher un orange. Ouais, je veux dire, c'est ça, là. Mais tu me fais rire en disant « Je mange des pommes, je suis cool ». Parce que mon collègue de travail, François d'Auteuil, bien connu comme étant Jaco de la petite équipe, parce qu'on l'a eu aussi dans le podcast, m'a dit « Vous parlez de pommes, vous parlez de lui ». C'est un lutteur qui s'appelle Carlito.
OK. Dans la WWE. Oui, il arrivait à manger une pomme, puis il la sacrait dans le foule. Lui, pas juste ça. Il mange une pomme, il est cool. Mais s'il trouve que toi, t'es pas cool, il te la crache dans la face. Ah oui? OK? Puis il crache, là. Oh oui. Un lama à côté de ça, c'est rien. Ah oui. Avec ses gros cheveux. Oui, il y avait des gros cheveux. Ah oui. Mais non, mais quand tu dis je mange une pomme, je suis cool, là, lui, c'est exactement ça. Ah ouais. C'est ça son personnage. Et je terminerai en parlant de notre série de films et de romans préférés, Twilight. Le premier, je pense que c'est le premier roman. Est-ce que c'est ça, Tentation? Oui, il y a une pomme sur le couverture. Il y a une pomme sur la couverture qui était aussi l'affiche du film. Ouais, ça, c'était la tentation de ne pas le lire. Peut-être, ou la tentation d'être en couple avec un vampire. Oui, parce qu'on sait bien que c'est super le fun. Et probablement fort mal vu. Ça dépend. Mais pas c'est ça. Le voir, en tout cas. Je pourrais aussi ouvrir la machine en parlant de la grosse pomme. Ouais. Oui, New York, la grosse pomme. Je veux dire, la grosse pomme, là, elle est partout dans la culture pop. Là. Les extraterrestres nous attaquent et ils commencent par New York. Là. Oui, tout à fait. Oui, puis, tu sais, à peu près tout ce qui s'est passé, genre, tous les films d'action dans le Bronx, puis des affaires même où, oui, ils vont aller chercher une référence mais c'est New York. Oui, tout ça passe à New York. Il y a Absolument. des fantômes, c'est à New York. Absolument. Il y a des astronautes qui partent dans l'espace pendant des années, ils reviennent sur une planète des singes, finalement, sont revenus à New York. Exact. Ah ouais. Tout le temps. New York, c'est le centre de l'univers. Probablement. Oui, exact. Mais pourquoi la grosse pomme? Là, je ne m'étalerai pas longtemps là-dessus. Là. As-tu fait la recherche? J'ai découvert que ça a été utilisé pour la première fois en 1920 pour désigner les plus prestigieuses courses de chevaux. Mais dans les années 70, on a ramené cette appellation-là pour des raisons de tourisme, parce que New York, dans les années 70, ça allait pas bien. Là. Même la police avait peur de faire sa job à New York. Là. OK. Donc, pour redorer un petit peu l'image de New York, on l'a rappelé à nouveau, ça brassait, la grosse pomme. Ça brassait en salle. Là. Ah non, j'ai vu... c'est quoi? J'ai vu des documentaires là, du True Crime, là, où ça se passait à New York dans les années 70, puis ouf! Si vous voulez avoir un bon film avant tout ça, Gang of New York, de Martin Scorsese avec les fameux Five Points, là, parce que toutes les gangs se retrouvaient, là. Et vous allez voir que ça c'est historique. Là. Oui. Ça marchait, c'est le même pour le crime organisé, là, par où qui est parti. Il y avait comme 5 triades, on va dire. On va appeler ça comme ça. Ou 5 il y avait les groupes. Irlandais, les natifs. C'était quelque chose. Ça a été longtemps dangereux à New York. Je terminerai avec 2 symboles de la culture pop, outre Newton, qui viennent de la pomme. Qu'est-ce qui met en scène la pomme et qui représente la fête foraine? La pomme de... La pomme de tir qu'on appelle, ou la pomme... la pomme en sucre. Pomme caramel. Oui, ou rouge, là, vraiment en sucre. Là. Le nom que je cherche, c'est une pomme... Je sais. Je le savais. Je savais même pas que ça avait un nom. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a mangé ça? Ben oui, moi oui. Oui? Oui. C'est-tu bon? Ça, c'est... Ma mère, elle en faisait. Si jamais t'avais... plus jeune, tu avais une dent là, qui était pas, une dent de lait qui était sur le point de tomber, là, mange ça. Puis quand tu étais plus vieux, ça te faisait tomber tes vraies dents. Eh mon Dieu, que ça doit faire... Non, il y a un nom pour ça, là, je vais le trouver. Là. Pomme d'api, non? Non. Des pommes d'api. Tapis rouge. Je vais le trouver. Je vais arrêter d'y penser, puis ça va m'arriver tout de suite. Et finalement, le jeu classique des fêtes d'enfants. Ah, la pomme dans l'eau, là. La pomme flottante. Ah, oui. Et ça m'a rappelé, mais merci chérie de m'avoir ramené vers ce film-là. Il y a une séquence d'un film d'Hercule Poirot où il y a quelqu'un qui est mort on le retrouve mort dans une chaudière de pommes flottantes. Ah ouais, lequel? Je pense que c'est dans le film, le dernier avec Kenneth Branagh. OK. C'est Mystère à Venise. Mystère à Venise? Ouais. Il y en a un qui est retrouvé mort, la tête dans la chaudière. Parce qu'il jouait au jeu de la pomme? Non, je pense qu'on l'a noyé dedans. Je pense qu'on l'a obligé à rester dedans.
Donc, pour moi, ça fait... Il appelait ça des pommes d'amour en partant. OK, bon. Mais c'est une pomme en sucre d'orge. OK. Ah, ouais, ouais. ça c'est vraiment la rouge. C'est ça. C'est la pomme en sucre d'orge. OK. Mais c'est une pomme d'amour qui appelle Mais ça. est-ce que j'ai déjà mangé ça? Je me rappelle moi, oui. pas. Moi, non, là. Mais je sais que dans les fêtes foraines, c'est vrai qu'il y Mhm. en a. Oh, oui, puis j'ai des souvenirs de ça, cette Ouais. pomme-là. J'ai jamais vraiment haï ça. J'ai jamais vraiment tripé là-dessus, mais c'était bon. OK. Tu sais, c'est... Puis on pourrait parler des personnalités publiques qui nous font tomber dans les pommes, mais ça pourrait être, encore une fois, une raison de déraper. Ouais, et on dérapera pas. Non. Jamais on est comme ça, même quand on prend du scotch. Bon, on n'en prend pas assez, là. Non, on est tranquille. C'est pas comme l'épisode de James Bond. Ouais, mais ça, c'était des vespères. Ouais. À la fin, c'était des j'espère. J'espère sortir du studio. En un morceau. Puis pourtant, la porte n'est pas si loin. Ouais, c'est ça. C'était fort. Red, pour toi, les pommes. Écoute, outre que Yoshi en mange pour grossir. Hey, c'est vrai, Eh j'y avais oui. même pas pensé. Ouais, ben, honnête, là, des pommes dans les jeux vidéo, là, je ferais pas une nomenclature des recettes que tu peux faire dans les jeux parce que, OK. ouais, non, tu sais. Mais quand je te disais un peu à la blague qu'il y en avait dans Minecraft, Ouais. c'est quoi? C'est pas pour faire... En tout cas, ça a un lien avec les zombies. OK. Je pense que si tu leur fais manger une pomme, Ils explosent. ils reviennent. Ah ouais. Je pense que ça donne la vie, là. OK, ben, tu Mais vois, bon. je suis... Des pommes d'or, je pense. OK, mais tu vois, Mais je suis tellement pas Minecraft. Et moi non plus. Dans Adventure Island, quand tu mangeais des pommes, ça te donnait de la vie. Ouais. OK. Entre Mais autres. ça, dans pratiquement tous les jeux, Non, où il y avait ouais. des fruits. C'est ça. Tu sais, c'est pour ça que je me lance pas là-dedans, là, parce que, Mhm. tu sais, on le sait tout, là. On mange. Ouais. Tu fais des recettes avec des pommes ou tu manges des pommes ou, tu sais, dans whatever, là. Bon. Moi, j'y étais d'un autre côté. Je vois dans deux trucs que je te dis, c'est des réflexions. Apple, Oui. qui ont leur signe que c'est Mais- une pomme avec une mordée de prix dedans, là. Mais quelle compagnie Apple? Il y en a deux. OK. La première, c'est celle des Beatles. Ah, ben oui, c'est vrai. Hey, je savais pas. Mhm. Ouais. Tous les disques des Beatles sont sur Apple Records. Et au centre du Je vinyle, le sais. c'est une pomme coupée Oui. en deux de face. Oui, je le sais, mais tu sais, je m'en souvenais juste pas. Mhm. Tu viens de me rappeler ça, puis j'ai une de mes tantes qui aimait beaucoup les Beatles, puis il y a été une époque où les vinyles, c'était populaire, puis dans ma famille, on écoutait énormément de musique. Je parle pas rien que de ma famille, ma petite maison, mais je parle de ma famille élargie. Fait que oui, des vinyles, on s'en est prêté, puis des affaires comme ça. Fait que j'en ai eu chez nous des vinyles des Beatles, puis avec Apple. Mais ils faisaient pas, c'était pas juste eux autres qui faisaient ça, Apple Records. Ben, je pense que les Beatles ont aussi... En disquette d'autres mondes. C'est hein? ça, oui, Ouais. absolument. Mais à la base, c'était l'étiquette des Beatles. Je veux pas m'avancer sur la guéguerre qu'il y a eu, parce que oui, il y a eu une guéguerre entre les deux à Apple. Là. Mhm. OK? Pourquoi t'appelles ta compagnie Apple quand c'est la compagnie des Beatles? Là? Il y a eu un arrangement. Mais le look, le logo Mhm. des Beatles et le logo de Apple n'est pas le même. Non, absolument Parce pas. qu'il y en a une, justement, qui c'était une pomme, on voyait comme la peau rouge autour, puis c'était le milieu était comme blanc C'est crème, là, sur le des Beatles. Avec les pépins. Ouais. Avec les pépins, ouais. Mhm. Puis l'autre qui est une pomme avec une mordée de prix dedans. Oui, Puis qu'on voit la queue en haut. c'est ça. Euh, Et quelle pomme ça représente? Macintosh. Oui, mais pourquoi c'est une pomme avec une croquette dedans? Hey, mon Dieu, c'était pas le garçon du gars qui a fait... L'inventeur de l'ordinateur. Ouais, c'est ça. C'était pas, Non, c'était mais, pas son petit garçon qui... mais non, c'est celui qui est... Mon Dieu, c'est un film avec Benedict Cumberbatch. Ouais. Celui qui a... Alan Turing. C'est ça. Parce que Alan Turing... Mangeait des pommes. Ouais, mais il est pas mort avec une pomme empoisonnée en prison. Ouais. Oui, tout à Bon, fait. c'était ça. Mm. OK. C'est en lien avec ça. OK, bon. Mais ça fait pas si longtemps que je le sais. là. C'est pour ça que j'ai Le j'ai père de l'air... l'ordinateur, puis j'ai j'ai l'air bien intelligent, là. Enigma aussi. D'ailleurs, si vous tripez Turing, allez vous chercher le jeu de Turing Machine. OK. Moi, je l'ai. C'est une patente à se casser la tête. Mhm. Ils ont fait une magnifique BD sur l'histoire de Turing.
qui explique tout son parcours, aussi toute sa vie. Parce qu'il a été un peu aussi conspué parce qu'il était un homosexuel. Oui. Il a été pogné là-dedans, puis il a été banni. C'est ça. Fait que, il n'y a pas eu la vie facile, mais c'est vraiment... Il n'est pas question de castration chimique aussi. Oui, c'est pas facile. Non, on le voit pas dans le film avec Benedict Cumberbatch, mais on en entend parler, par exemple. Okay. Il semble qu'il en parle. Un des créateurs de... Oui, mais c'est quand même grâce à lui aussi qu'on a Enigma. Vaincu les nazis. Oui, parce que son équipe et lui ont décodé Enigma. Sans eux autres, on serait comme dans Peacemaker, on aurait un petit drapeau nazi sur le drapeau des États-Unis. Merci, Turing. Donc, et son équipe. La compagnie Apple. C'est ça. Je parlais de la compagnie Apple tantôt. Informatique. Oui, informatique. J'ai beau faire des recherches pour voir qu'est-ce qu'il y a comme vrai bon jeu sur Apple. Oui, ils n'ont pas eu le choix à un moment donné parce qu'il y avait des gamers qui s'en allaient sur Apple puis ils ont demandé, hey, à un moment donné, faites-nous quelque chose. Là. Oui, on est capable d'avoir des jeux sur Apple, mais c'était long. Puis c'est pas tous les jeux qui s'en vont là-dessus et c'est pas une bonne plateforme pour ça. Ouais. Par contre, Apple, moi, personnellement, pour travailler des dessins puis des affaires comme ça, pour travailler sur avec un crayon puis ainsi de suite. J'adore ça. J'adore ma tablette à cause de ça. Pour travailler des dessins, pour des tatouages, de faire comme ça, j'adore ça. C'est la meilleure, en tout cas, tant qu'à moi, la meilleure plateforme. Je suis un gars de console, mais si j'étais un gars d'ordinateur, je serais un gars de PC. Puis question téléphone, je suis un gars d'Android. Fait que je travaille avec un Apple, avec un iPhone, je travaille avec ça, mais parce que je suis obligé de travailler avec ça. Mais moi, de mon côté, j'ai du Android, là, tu sais, j'ai même le dernier Pixel, là, tu sais, je suis tellement Android que je suis plus tu sais, je suis Google Pixel en partant, là. C'est ça. Mais il y a plein. On n'utilise pas de produits Apple, mais tout ce qu'on utilise part de ce qu'ils ont inventé. Oui. La problématique que j'ai avec eux autres un peu, c'est que. Pas la problématique. Pourquoi on n'est pas capable d'avoir. Pourquoi on n'est pas capable, mais pourquoi que sur Apple, il n'y a pas de virus? C'est très, 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 très rare. Pourquoi que sur les autres plateformes, il y en a? Tu sais, à quelque part, je me dis... C'est le code source. Mais je me dis quelque part, organisez-vous donc pour avoir le même code que Apple. Tu sais? Ouais, sauf qu'avec un Android, tu peux t'amuser avec. Oui. Tu peux faire des affaires, tu peux changer des choses. Avec un Apple, tu peux rien faire. C'est fermé ça. Comme une boîte hermétique. Ah oui, c'est ça. C'est la problématique. C'était un peu ça. Puis ça, c'était mon autre point, justement, c'est que, justement, t'es un peu embarré. Puis ce que j'aime moins un peu de Apple... puis, je veux dire, c'est un gros point fort, OK? On s'entend, là, l'histoire de pas de virus, puis la stabilité, là, puis quand ils vont sortir une app qui est sur, une application qui va être sur leur machine, elle marche. OK? Puis, elle marche, c'est un moyen temps. Fait que, j'ai pas de misère avec ça. Ça, je comprends ça. La fiabilité est là, puis ainsi de suite, là, mais Marc l'a dit, on est embarré. Je trouve que c'est très hermétique. Puis t'es pas invité à pousser là-dedans. Okay? C'est pas quelque chose qui va te donner le goût d'aller voir plus loin parce que t'es embarré déjà. Ceci dit, ce que je trouve un peu dommage, puis ce que je déplore de Apple, puis c'est un peu le pourquoi que moi, de mon côté, je ne vois pas là-dedans, c'est que je trouve qu'ils n'écoutent pas assez leurs consommateurs. Fait combien de temps là, que les consommateurs ont dit là, lâchez-nous le mot de fil que vous avez différent de vous autres, là, puis que ça te prend telle sorte de fil pour les écouteurs, ça te prend tel truc de Apple, ça te prend telle autre affaire. Vous êtes les seuls pendant que toutes les autres compagnies, puis là, ils ont été obligés de changer ça maintenant. En Europe, ils ont été obligés de mettre le USB-C sur les téléphones. Exactement. Puis là, ils sont en train de changer un peu partout. Ils n'ont pas le choix, à un moment donné, faut qu'ils suivent. Mais c'est un peu leur façon, un peu de leur modus operandi qui est de on va innover là, beaucoup là, avec le nouveau, là, on a monté de 0.1 pixel pour la caméra. Hey, c'est pas rien, là.
Là, tu fais comme, sérieux, là, pour ça, là, puis il y a du monde qui se garoche. Pareil, comme c'était la fin du monde. C'est cet engouement-là que j'ai de la misère à m'expliquer. Ouais. Mais c'est correct. Pas parce que moi, je suis pas là-dedans que... Parce que j'étais pour dire, il y en a qui comprennent pas l'engouement pour Star Wars. Là. Exact. T'as tout à fait raison. Tu sais, puis mais ça. nous autres, on le comprend. Oui. Mais tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est le petit bout que je trouve plate un peu avec Apple. On en parle d'eux autres, sauf que question fiabilité, là, ils sont là. Ouais. Mais ils s'étaient plantés quand même avec 2 ordinateurs là, qui avaient l'air d'une boule. Là, Ouais. Avec des couleurs dessus. Ouais. Ça n'a pas été wow. Ben, ils se sont plantés probablement parce que c'est pas arrivé au bon moment. Je pense que oui. Peut-être. Parce que c'était quand même, tu repenses à ça aujourd'hui, des Moses de belles machines. Oui. Mais justement, ils sont peut-être arrivés pas à la bonne place. Mais écoute, ils ont le droit de se planter aux autres aussi. Là, mais moi, c'est juste quand je me mets à repenser, il y a 1 ou 2 générations probablement aujourd'hui qui n'étaient même pas là. OK? Je veux dire, le iPod Touch. OK? Là, on parle... Ils ont fait avancer les trucs. D'un iPod avec un écran. Puis là, tiens, on a inventé ce qui s'appelle des applications. Puis là, tu avais des applications. Puis là, à un moment donné, ils se disent « Hey, on fait un magasin pour vendre des chansons à MP3. » Tout le monde criait « il n'y a personne sur la terre qui va payer pour des MP3. » Et voilà. OK, c'était réglé. Puis après ça, ils ont dit « Hey, dans l'iPod Touch, on met-tu la fonction téléphone? » Ah ouais, puis c'est parti. Puis pendant ce temps-là, là, on était tous avec nos petits téléphones à poche qui plient en 2, malgré que cette heure, ils recommencent à plier en 2. Ouais, c'est vrai, ça. Mais personne pensait qu'on allait tenir un petit écran dans nos mains pour parler dedans. Bon, en théorie, on devrait se le mettre à l'oreille, mais là, maintenant, les gens utilisent la fonction main libre avec leurs mains. Mais bon. Mais c'était des visionnaires ou des craqués mentaux, là. Non, ils ont avancé, ils ont fait avancer les trucs. Puis tu sais, je veux dire, dans l'art aussi, comme je le disais tantôt, là, je parle de leur caméra, mais ils ont des caméras très hautes. Oui. OK, on va se le dire, là. Puis, comme je disais tantôt, question programme de dessin, tu sais, puis pour avancer, ces trucs-là sont vraiment sa coche. Ça, parlez-en avec un peu n'importe qui, ils vont dire « Ouais, mais moi, ça va très bien, moi, avec... je me souviens pas du programme là, qui est comme l'équivalent de celui d'Apple, là. Mais c'est pas wow, là. Ceci dit, je mets Apple de côté. L'autre affaire, qui est une culture au Québec, et que ça, je me l'explique pas, là. C'est, chérie, lève-toi, on s'en va aux pommes. OK, je l'ai faite la semaine passée. Puis pour vrai, là, chérie, il est jamais content d'y aller aux pommes. Ils sont rares, les chéris. Ils ont hâte, là, de même. Là. Puis là, ben, on habille des enfants, puis on va aux pommes. OK, puis pourquoi tu vas aller aux pommes? Puis ils en mangé, ils vont en manger. Puis je l'ai vécu, OK? Après d'en avoir mangé 3 ou 4, là, bon, c'est assez. Ouais. OK, mais on vient de faire un après-midi là-bas à ramasser, puis en ramasser, puis en ramasser. Puis là, tu vas me faire. Là, tu te dis que tu vas faire ci, puis tu vas faire ça, puis tu vas faire. Non, moi, un petit 10 livres, ça dure une demi-heure. Bon. Ben correct. Mais c'est ça. Mais moi, je l'ai vécu, ça, le bout où c'est qu'on y va, là. Puis on y retourne. Puis l'année d'après, on y retourne. Puis tu fais comme. Pourquoi? Tu sais, c'est ça, juste. C'est le fait de les cueillir. Pas. Moi, je pense que c'est ça. Pas pourquoi. Ah non, les enfants vont aimer ça. Tu vois, toi et tout, tu vas aimer ça. Mais pas pourquoi, mais pourquoi? Que faire? Voyons. Mais c'est ça. Où c'est que tu as vu, ça allait être donc bien le fun. Oui, mais c'est tellement beau, puis il va y avoir un paquet de monde. Oui, puis c'est ça. Fait que tu vois toutes les blondes des gars, sont toutes, yeah, c'est donc bien le fun. Tu vois tous les gars qui sont là. Tu peux me dire ce que je fais ici. C'est vrai. C'est dans la culture québécoise. Oui, absolument. Absolument. Ça non plus, c'est une affaire que je m'explique bizarrement un peu. Mais... Parce que je suis pas convaincu qu'ils sont moins chers si t'écueilles toi-même. Pas toutes. Ils sont bonnes, par exemple.
Oh oui. On s'entend, là. On s'entend, là. Mais il y a... On est chanceux, puis au Québec, puis même à Rivière-du-Loup... Il y a un peu de DIY là-dedans. Ouais. Mais, ouais. Vu de même. T'as fait ton sac. Ouais. Fait que tu les as choisis. Ouais. Fait qu'ils sont pas poqués. S'ils sont poqués, c'est de ta faute. En même temps, ouais. Mais oui. Mais on est chanceux, par exemple, parce qu'ici, on a des bons producteurs. Est-ce que tu as mis des photos de tes enfants sur les médias sociaux parce que tu es allé aux pommes? Pas moi. Ça c'est rendu culturel aussi. Pas moi, mais elle, oui. OK. Mais, regarde. Dans ce temps-là, c'était ça. Fait que, mais c'est ça, j'y ai passé moi et tout, là. Tu sais, je veux dire, on n'a pas le choix. C'est drôle, les filles, mes filles, ça y a dit absolument rien d'aller aux pommes. Ma grande, je me trompe pas, c'est une de ses chums, elle a dit, on va aller aux pommes. Puis ma fille dit répondre, qu'à faire? Fait que je me suis dit, bon, ben, au moins, je les ai pas manqués. C'est ça. Et pour les vergers, ben, ça leur fait des pommes à moins, des pommes de moins à ensacher eux-mêmes. Ouais. Mais honnêtement, là, pour vrai, là, tu sais, on parle de ça, puis on est chanceux au Québec. On a vraiment des super de bons producteurs. Oui. Il y en a un peu partout dans le monde, là. Mais on a une catégorie qui pousse dans notre coin. Puis je sais pas si c'est à cause de notre température, puis ça doit jouer avec probablement. ça. Oui, c'est ça. Mais on est chanceux parce qu'on en a des très bons. Et l'autre affaire que je voulais parler, c'est tout ce qui est alcool à base de pommes. Oui. Les cidres, mon Dieu. Les cidres, quand on arrive dans Bicoline, exemple, quand j'arrive dans des médiévales, la majorité, pas la majorité, mais je vous dirais, dans une soirée taverne, là, il doit passer plusieurs pichets de 1 litre. Tu sais, des gros pichets, là. Il doit en passer, je sais pas combien pour ce qui passe de bière. OK. Il va passer peut-être 5 pichets de cidre pour une bière, mettons, qui a été vendue. Oh, oui. Ah ouais, c'est fou. Là, OK, le cidre, c'est aussi fort que ça. Oui, le cidre est vraiment, 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 vraiment très apprécié. Puis c'est frais. Ça se boit très bien. C'est presque un vin, mais c'est pas un vin. Justement, ça désaltère plus qu'une bière. Si tu restes moins collé, ça a un bon goût. Puis ça goûte pas juste le jus de pomme, puis ainsi de suite. Okay. Puis je vous dirais que j'ai fait la découverte à Grand Bay. La découverte de vergers, justement, qui font une tarte incroyable. Là. Ceux qui a crème et pomme, là. Tiens donc. Je sens que ça doit être très bon, les deux ensemble. Comme dirait si bien ma plus jeune, c'est bon dans la gueule. Mais c'est vraiment excellent. Là. Ouais. Puis je me souviens juste pas du nom du verger, mais ils font une bière. Pas une bière. Ben, ils font un cidre. Mais ils font un cidre houblonné. OK. Il y en a dans le IGA, mettons, ici, là, à Rivière-du-Loup. Mais un cidre, si vous voulez avoir de quoi, on a déjà fait des podcasts sur la bouffe, des affaires comme ça. Puis je me relance encore là-dedans. Si vous voulez faire un bon Black Velvet, une stout avec un cidre, c'est un White Velvet, un White Velvet ou Black Velvet, je me souviens pas trop en tout cas. Mais parce que tu peux l'avoir en white et tu peux l'avoir en black, là, mais c'est que tu vas rajouter de la bière dans ton cidre. Et selon la bière que tu vas rajouter, ben ton cidre va goûter différent. Là. Mais ça fait des en tout cas de bons mix. C'est vraiment bon. OK. Sinon, ben je veux dire, tu sais, dans les jeux, comme je disais tantôt, je me lancerai pas là-dedans parce que, regarde, on va ça donnera rien. Là. Ben, je me demandais si Pac-Man mangeait une pomme, là, mais non, il n'y a pas de pomme dans Pac-Man. Des oranges, des cerises, bananes, fraises. Une fraise. Oui. Il n'y a pas de pomme. Pense OK. pas. Ça me surprendrait. Mais de toute façon, ça donne ligne des points. Oui. Mais Et d'ailleurs, on dit fraise, là. Peut-être que Joël aurait eu la réponse, là. Mais d'après moi, Fraisinette doit avoir un ou une amie pomme. Oui, elle s'appelle Pommette. Sûrement. Ah oui? OK. Je me trompe pas, ouais. Ah, la pomme verte. Ouais. OK, oui. Mais je sais pourquoi Pac-Man, il mange pas des pommes. OK. Parce que s'il mangeait une pomme, il faudrait qu'il arrête. Il mange sa pomme pour être cool. OK. Ouais, mais là, il pourrait cracher dans la face des fantômes. Les fantômes viendraient le manger. En même temps. Bon.
Alors oui, Voilà pourquoi. les pommes dans la culture pop, c'est un iceberg comme bien d'autres sujets. On pourrait en parler encore fort probablement longtemps puis sortir plein de recettes de tarte aux pommes chaudes. Ouais. Non. Non. J'en parle plus. Pommes et cannelle. Mm-hmm. Nos samalumes. Paperman. Moi, j'en ai rien qu'un, puis c'est un gros samalume. Okay. J'ai terminé le dernier roman de Dan Brown, qui est Le secret des secrets. Fini? J'ai terminé, oui, effectivement. C'est un samalume collectif. J'ai pas terminé, mais je dois te dire que je déteste cet homme. Puis je l'aime en même temps. Je l'aime parce que c'est un sacré écrivain puis il est capable de toujours te garder à la laine. Mais je l'haïs parce que bâtard que c'est long de lire un de ses livres. Parce que tu fais de la lecture active, pour avoir vraiment tout ce qu'il dit, ça te prend un ordinateur, puis ça te prend... Il faut que tu ailles découvrir tout ce qu'il dit, parce que c'est incroyable le nombre d'informations que tu as. Et tu sors de ta lecture beaucoup plus intelligent. C'est ça qui est le fun avec Dan Brown. C'est ce que j'aime aussi avec Bernard Werber. Oui, tout à fait. Et son dernier roman, qui est un peu une continuité d'origine, par rapport aux questions philosophiques de l'espèce humaine, m'a énormément bouleversé. M'a même un peu ébranlé mes convictions, je te dirais. Parce qu'on est dans la science noétique. La science noétique, c'est la science de la pensée. Tout ce qui a rapport au phénomène de la pensée. Et dans le fond, pour pas vendre de punch, parce que je vous en dirai pas trop, parce que je veux vous garder votre... Oui, vends-moi pas rien, toi. Le concept, c'est la conscience non locale. Et c'est un concept qui existe, parce que dans Dan Brown, tout existe. Alors, bref, je vais résumer ça rapide, là. La conscience non locale, c'est une science qui explique que notre conscience fait partie d'un grand tout et que notre cerveau est un récepteur de conscience. Ça veut dire que ta conscience n'est pas dans ton cerveau, mais dans le grand tout. Mais ton cerveau est capable d'aller la capter. Parce que physiquement, un cerveau ne pourrait pas être capable d'avoir autant d'informations que tu as. Puis il explique bien ça. Puis il l'explique très bien. Avec le poste de radio, là. C'est ça qui est tannant, parce que tu te dis, il n'y a pas rapport, ça se peut pas. Non, il te l'explique très bien, puis il te donne des références, puis il te donne des maudites études, puis là, tu vas voir ça, puis tu fais comme, ça fait puis là, tu finis ta lecture, puis tu fais comme, n'importe quoi, ma conscience, c'est à moi, c'est dans mon cerveau, mais t'es plus trop sûr. C'est ça la force de Dan Brown, c'est de venir te chercher, puis te picosser, puis te faire réfléchir. Ouais. Puis ça, c'est le fun. Moi, j'aime ça, des auteurs qui me font réfléchir. C'est sûr que ça reste que c'est encore le même style d'écriture. Dan Brown, on va dire, il y a toujours le même style, c'est le même concept. On dit que c'est un écrivain de cinéma. Il écrit ses livres pour être adapté. M'en fous. Vous pouvez dire n'importe quoi, il me fait capoter ce homme-là. Il y a beaucoup de recherches dans ce livre-là. Oui. Ouais, ça marche. Moi, ça marche numéro 1. Ben, j'ai dévoré ce livre-là. J'ai appris plein d'affaires. C'est écœurant. Tout est bon là-dedans. C'est tout le temps plein de revirements. Puis scientifiquement, c'est toujours très solide. Puis Kalim, tu sais, je veux dire, ça pose des questions existentielles à savoir, tu sais, il arrive quoi après? Je veux dire, notre conscience arrive quoi? Puis qu'est-ce qui arrive après? Je veux dire, ça fait vraiment partie d'un grand tout. Es-tu sauvé ou elle disparaît avec notre mort? Tu sais, ça te fait poser des mots, des questions. Puis j'en parlais avec un monsieur qui vient souvent à la bibliothèque, qui est un grand public, qui est un monsieur à la retraite, c'est assez âgé, de 60-70 ans. Très, très intelligent. Monsieur qui travaille beaucoup au niveau de l'intelligence artificielle, toutes les nouvelles technologies, il se passionne pour ça. Puis il me disait, mais toi, Marc, il dit, t'es-tu croyant? Puis j'ai dit, pas tant. Je veux dire, je suis pas un immense croyant, mais j'ai dit, moi, je suis plus un gars comme Carl Sagan, dans le fond. Je me dis que si après, quand on meurt, puis qu'on perd tout ça, c'est une énorme perte d'énergie. Puis Dan Brown, c'est ça un peu qui vient nous expliquer dans ce roman-là. C'est vraiment bon. Écoute, c'est un peu c'est complémentaire avec Origine parce qu'on parle encore de l'évolution de l'homme. Tu sais, dans Origine, on se posait la question si la prochaine évolution, c'était pas la fusion avec la machine. Là, il va plus loin encore dans Le secret des secrets, avec toujours ce petit côté de mystère, puis de recherche, puis de code, puis de ci. Puis... Faut dire qu'on est encore avec Robert Langdon. Oui, puis Catherine Salomon, qui était dans le dernier symbole, qui est un personnage quand même qui devient récurrent. Puis je suis content parce que là, je trouvais que Robert, il est revenu un peu plus humain que dans Origine. Origine, je trouvais qu'il était un peu comme... Il était froid. Il était ébranlé. Ouais.
Il était moins sûr de lui, moins incroyablement, je ne sais pas, il doutait beaucoup. Puis là, il est revenu, tu sais, il est en amour en partant. On a déjà une petite romance qu'on n'avait pas avant. Puis oui, mais elle prend pas trop de place. Non. Puis la façon que c'est amené, c'est intelligent, surtout si tu as lu le dernier symbole. Puis je trouve qu'il a repris du bol de la bête. J'ai beaucoup aimé ce roman-là. Je le recommande à tout le monde. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez la science, parce que c'est très, très, très bon, mais en même temps, je vous l'ai dit, vous allez le terminer et vous allez vous poser de sérieuses questions. Puis on parlait tout à l'heure d'Asimov. On se disait, mon Dieu, comment ça se fait qu'il connaît tant d'affaires que ça? Ben, peut-être que si on a une conscience non locale, ben qu'Asimov avait un cerveau qui était capable de se brancher sur des choses que nous, on voit pas. Exact. Fait que, tu sais, mais ça reste que c'est un concept qui est scientifiquement pas prouvé encore parce qu'il faut être capable de reproduire ces concepts-là en science. Ouais. Il parle de la reproductivité. Exact. Fait que là, on n'est pas capable encore de le faire, mais en même temps, le cerveau humain, c'est une bébite qu'on connaît pas. On pense connaître certains trucs, mais on sait pas comment ça se fait que cette petite machine-là, qui représente 1%, 2% du corps humain, qui récupère pratiquement plus que la moitié de ton énergie que tu as, capable de stocker des milliards de données, ce qui devrait représenter des milliers de serveurs à travers le monde, sans développer ou sans rejeter de la chaleur ou n'importe quoi. On sait rien de ça, dans le fond. On est néophyte à l'intérieur de tout ça. On est capable de le soigner parce que physiquement, on sait un peu c'est quoi, mais tout ce qui est par rapport aux neurones, tout ce qui est par rapport à ça, c'est incroyable. C'est vraiment très, très bon. Ça pose beaucoup de questions. En même temps, il y a quand même une part de fiction. C'est toujours du Dan Brown. Il y a toujours une petite partie de fictionnel où ce que tu dis. Tu sais, quand je parle je parle souvent de la science-fiction hard. Ben ça le nez, là. Je veux dire, c'est de la science-fiction clairement, mais avec des techniques et des sciences qui existent maintenant. C'est une science-fiction très proche de nous. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas... Voyons comment je cherche le mot. Je m'en souviens plus. Mais le concept... C'est la prospective. OK. Ouais. Le concept de conscience collective, on connaît ça depuis 1977. Exactement, puis c'est ça... oui. La force. La force. Mais ça date encore une fois, ça date de l'époque des Grecs, là, Platon et tout ça, mais ça date de longtemps. Puis il explique, c'est ça qui est étonnant avec lui. Tu sais, il fait des références. Tu sais, il y a un petit punch, là, mais pas vraiment, tu sais, c'est un punch geek, là. Tu sais, à un moment donné, il explique quelque chose. Puis là, moi, je lis, puis je me dis, putain, c'est exactement comme dans le film de Strange Day, de Catherine Bigelow. OK. Paragraphe d'après, il dit, ah oui, il dit comme dans le film de Strange Day. Ah, il m'énerve. J'ai fait comme, oh, maudit. Tu sais, il te le fait voir. Puis là, il te fait passer pour intelligent parce que tu te dis, hey, je connais la référence. Non, il te l'explique après ça. Il dit comme dans le film de Strange Day. Ah, va. C'est pour ça que je te dis que je l'haïs. Mais je l'aime parce qu'il... Je sais pas combien de temps que ça prend à faire un livre pour lui. Là, c'est énormément de recherche. Parce que toutes les références, les foutues œuvres d'art qui expliquent, les peintres puis tout. Puis là, je me dis, ah, ouais. Puis là, je dis à Sophie, tu connais tout ça? Elle dit, oh, oui, je connais ça. Puis là, je vais voir ça. Puis... C'est parce que c'est un auteur qui est capable d'aller chercher la science-fiction, la science surtout, que la fiction. Il ajoute de la fiction à ça et il ajoute en plus de la spiritualité à la fiction et à la science. Il y a tout. C'est ça. Puis quelqu'un qui se tient avec tout ça. Parce que oui, ça se tient, puis c'est pas un scénario de... Non, c'est pas fait sur un coin de table. Il aurait pu se planter. Oui. Clairement, mais je pense qu'il y a... C'est pas planté pantoute. Je veux dire, c'est tout le temps bon. Ouais. Il y avait le Lost Symbol qui était un peu moins bon dans le genre, mais c'était quand même assez bien. Je dis, il n'y a pas aucun de ces livres qui est... il y a peut-être Deshaun Point, parce que là, on parle... Il est allé plus dans la fiction extraterrestre. Là. D'ailleurs... C'est plus... Oui, c'est vraiment plus fictionnel. Là. Oui. Mais d'ailleurs, sur Audible, le lecteur qui lit le roman, justement, moi, je suis en train de le prendre, moi, sur Audible, et le lecteur qui le lit, c'est le même qui a fait les dossiers Cthulhu de Sherlock Holmes. Okay. Il est excellent.
Et c'est le même qui a fait Origins, si je me trompe pas. Fait que je l'adore vraiment. Il y en a beaucoup sur Audible que j'aime beaucoup comme lecteur. Et lui, c'en est un bon. Puis Tom Hanks, si va te poser la question, c'est-à-dire est-ce que s'il est adapté, vous allez le jouer? Il a dit non. OK. Il dit, malheureusement, il dit Robert Langdon ne vieillit pas. Il dit, moi, je suis rendu vieux. Okay. Il dit que ça n'aurait aucun sens que je joue Robert Langdon là. Je veux dire, 15 ans après le dernier film. Il dit, physiquement, il dit, je suis plus là. Ouais. Je trouve ça bien d'abord d'un acteur de se dire que les personnages, malheureusement, ne vieillissent pas, mais les gens qui les ont joués, eux, vieillissent. C'est plate parce que on est collé à lui. Ben, moi, je lis. J'entends le roman et c'est Tom Hanks que je vois. Ouais, ben moi aussi, là, dans ma lecture, là, je voyais Tom Hanks. Oui, Robert Langdon, c'est Tom Hanks. Fait que le prochain qui va, si c'est adapté, ça sera pas Tom Hanks. Il va falloir qu'on s'y fasse, hein, les personnages. C'est pas grave. Roman, probablement, je vais continuer à lire du Dan Brown, puis ça va être encore lui. C'est l'avantage d'être un personnage de roman. Écoute, combien est-ce qu'il y en a eu de James Bond? Fait que pour avoir un autre Robert On est en train de chercher l'acteur pour le 26e film. Oui, et Denis Villeneuve a mis ses conditions. Il a dit il faut absolument que ce soit un acteur britannique. Oui, britannique. C'est tout. Mais ce que je mentionnais aujourd'hui à la radio, un inconnu. Ah, ça, je ne savais pas. Ah ouais? Ouais. Je sais qu'il a dit il faut que ce soit un acteur britannique. Ben je pense que c'est un peu normal. C'est un agent secret britannique. Mais le reste, je ne savais pas qu'il voulait avoir un inconnu. Ouais. Ah, fait que là, ça ferme des portes. C'est ça. Ça va être intéressant. Oui, mais de toute façon, ils veulent probablement en trouver un qui est quand même assez jeune. Oui, pour pouvoir continuer. Des inconnus de 25-27 ans, là, il doit en avoir quelques-uns en Angleterre. Puis c'est un petit gars de Montréal qui va faire ça. Ouais. C'est fou pareil, hein? C'est cool. J'aime ça. Ah, moi c'est une fierté. Ben oui. Ça devrait être grandiose. Donc, comme tu vois, je partage ton Samalup. Ah oui, c'était une très belle lecture, mais je m'en suis pas sorti indemne. Ouais. Parce que je me pose beaucoup de questions après ça. Mais ça, c'est bien, ça. Ça, c'est parce que c'est tu es un lecteur actif. En même temps, j'aimerais beaucoup ça qu'à ma mort, tout ce que j'ai à l'intérieur aille à quelque part. Parce que sinon, ça serait pas chambouti. Je suis comme Carl Sagan, tu sais. Ça serait une grosse perte d'énergie. Puis si on est tout seul dans l'univers, comme Carl Sagan disait, ça serait une foutue perte d'espace. Oui. Aussi. Mais tu sais très bien, Marc, que d'ici ton décès, carbone modifié va être devenu une réalité. Oui, tout à fait. Fait qu'on va t'insérer dans une puce. Malheureusement, j'aurais pas assez d'argent. Ça va être réservé aux riches. C'est ça. Ou Futurama va être une réalité et on va avoir mis ta tête dans le formol. Dans un formol. D'ailleurs, dans Mercredi, ils ont mis Christopher Lloyd dans une tête de même dans la nouvelle saison. Là. Il y a une tête comme ça, là, style Futurama. Là. Bon. Ah, t'as pas fini? Oui, j'ai fini. Okay. Ah, c'est tellement bon. C'est absolument génial. Mais oui, c'est vrai. Je suis pas sûr que j'aimerais ça passer l'éternité dans un bocal. Dans le bocal, comme un cornichon mariné, non? Comme un cornichon mariné, je sais pas. Là. Je suis pas tant sûr non plus que j'aimerais ça avoir une puce qui me permet de revenir à la vie tout le temps. Pas tant. Je pense qu'on n'est peut-être pas fait pour ça. Probablement pas. Ça explique ça aussi au niveau de Dan Brown. Ça te pose la question de savoir est-ce que l'humain est vraiment fait pour être éternel? Moi, je pense pas. Écoute, Upload. Oui. Bref. Moi, je pense pas. Moi, c'est personnel. J'avais 2 samalumes que j'ai encore, mais quand tu as parlé de Dan Brown et de ses ramifications avec la réalité, l'histoire et tout ça, je me suis dit, je vais en rajouter un autre parce que aux États-Unis, il y a un professeur d'université qui compte faire son cours d'histoire en se basant sur la série de jeux GTA. OK? Donc, au lieu d'appeler ça GTA Grand Theft Auto, ça va être Grand Theft America. J'ai aucune idée comment il va bâtir son cours, mais ça m'a rappelé, entre autres, puis je pense que c'est dans le podcast en plus, qu'on a parlé de profs d'histoire qui se servaient de Assassin's Creed, ou que Assassin's Creed avait intéressé des garçons à l'histoire. Ben moi, je me rappelle très bien d'avoir vu Fiston, probablement âgé de 10 ans, aller voir la petite madame à la bibliothèque pour lui demander où étaient les livres sur la Seconde Guerre mondiale. Puis c'était clairement à cause de Call of Duty. Ah, c'est parfait, ça. Donc, c'est
Ça peut allumer des lampes. C'est ça. Là, on parle d'un cours universitaire, mais moi, je verrais pas pourquoi, bon, GTA au secondaire, peut-être fort un peu, là, mais qu'on serve d'univers de jeux vidéo ou des livres de Dan Brown. Ben oui, tout à fait. Pour dire, ben, comme tu parles de lecture active, ben, regardez, dans ce livre-là, il parle de ça, ça veut dire ça, ça vient de là, ça. Je trouve ça fort intéressant. Oui. Donc, ça, c'est le Ça m'allume que tu m'as fait penser, que j'avais oublié de mentionner. Mes 2 Ça m'allume que j'avais préparés, le premier est la chanson End of You de la chanteuse Emily, Poppy et Courtney Laplante de Spirit Box. Red, peut-être, as-tu déjà entendu Spirit Box? Oui, je connais Spirit Box. Ben, ces 3 chanteuses-là ont collaboré sur une seule et même chanson. Et il n'y a pas si longtemps, on a fait un épisode sur les crossovers. La chanson est un crossover. Okay. Parce que quand Emily commence, c'est une toune d'Evanescence. OK? Même le refrain, tout. Mais après ça, quand Poppy en embarque, la toune reste pareille. Ouais. Mais elle doit torquer un peu plus. Ouais, la guitare est un peu différente, puis il y a un peu plus de bass drum. Ouais. Et Poppy chante. Elle scream. Non, pas encore. OK. Mais le deuxième refrain arrive. Okay, et à la fin du deuxième refrain, Poppy commence à crier, mais Courtney Laplante crie par-dessus. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un journaliste qui l'a déjà confondu pour Poppy. Il l'appelait Poppy, puis c'était pas elle pantoute. Non. Et le bout de Courtney Laplante, ça... Ouais, c'est parce que c'est 2 screamos là, qui sont très bonnes. Là. C'est ça, mais il y en a une qui est habillée en noir, une qui est habillée en blanc. Courtney Laplante, quand elle arrive, toute la vitre pète. Puis moi, j'ai pas trouvé qu'elle se ressemblait. Je trouvais qu'elle était un peu peignée comme la blonde à Ozzy Osbourne. Là. Mais mais la chanson, elle est excellente. OK, je vais aller voir ça. Je trouve ça très bon. Et aussi, dans les nouvelles, la compagnie Anthropic qui gère l'intelligence artificielle Claude. OK? C'est une autre intelligence artificielle, mais c'est pas ChatGPT. Va payer 1,5 milliard de dollars aux auteurs. Oui, je trippe sur l'intelligence artificielle, mais servons-nous-en comme du monde, de façon éthique. Si on s'est servi des œuvres des autres pour entraîner notre intelligence artificielle, payons des droits. OK, je trouve ça bien. Donc ça... Je trouve ça bien parce que Claude travaille très bien en passant pour les scénarios de jeux de rôle. OK. Puis d'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu avec... j'en ai parlé avec Joël. Puis je vous en avais parlé un petit peu, je vous en avais glissé un mot que je suis en train d'essayer beaucoup de plateformes d'intelligence artificielle, qu'on parle avec une intelligence artificielle en chat ou en whatever. Là. Puis justement, Claude ressort dans mes suggestions, tout ça, malgré que, tu sais, pour des... je sais que les intelligences que j'utilise, tu sais, je travaille pas sur ChatGPT pour faire je fais pas une étude non plus, là, tu sais, mais je fais un test parce que je me suis dit à un moment donné, on va se ramasser dans un podcast où il faut qu'on en parle. Puis je vais pouvoir te remplir ton podcast au complet. Tu sais, façon de parler, là, mais ça va être ça pareil. Là. Mais c'est ça, parce que je suis en train de faire des tests. Et Claude, j'ai joué une game faite avec ça. Donc là, on s'entend, là, la game à date, là. Mais Marc était avec moi dans cette game-là. Puis oui, le scénario, c'était somme toute basique, mais ça marchait. Tu sais, c'était quand même de quoi de bien. Dans un monde qui n'est pas exploité énormément dans Donjons & Dragons, Spelljammer, mais c'était quand même bien. OK. Et toi, Red, t'es ça m'allume? Écoute, j'avais Dan Brown. OK? Parce que je veux dire, le roman étant ce qu'il est, là, c'est de la bombe. Là. J'ai fait l'acquisition d'une autre bombe dans mon univers à moi, qui est dans les méandres de Warhammer 40 000 de Thibaut Claudel.
Probablement ce serait Claudel Thibault. En tout cas, à mon avis, mais... Moi, quand vous avez sorti ce nom-là avant le podcast, me semble que c'est Thibault Claudel. Ben, ça se peut. C'est pas la première fois que je l'entends. Bon, bref, c'est ça qui est signé dessus le livre. Et c'est ce livre-là que je vous montre, que je vous montre dans le fond, pas à l'écran, mais à la caméra. Ceux qui vont voir la vidéo vont le voir. Ouais, c'est ça. Puis ça se détaille après au Québec. C'est quoi? C'est 50... OK. Proche de 60$. Oui. Bon. Ça a l'air un petit livre tranquille. Oui, mais c'est un livre sur le lore de Warhammer. Et je vous montre le dedans. Là. Ça me donnerait rien de vous montrer le dedans. C'est juste de l'écriture. OK. All over. C'est ça. Okay. C'est pas écrit en gros caractères non plus. Non plus. Il y a je sais pas combien de pages vite de même. Ouais, t'as un 200 certain. Bon. C'est comme une Bible. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est une encyclopédie. Il y a d'autres romans, pas d'autres romans, mais il y a d'autres livres qui s'en viennent, mais pas dans la même gamme que celle-là, mais qui vont expliquer plus des personnages et ainsi de suite. Mais c'est une Bible que j'ai hâte d'effeuiller parce que, justement, pour des games de Warhammer et ainsi de suite, c'est un must. Marc nous en avait déjà parlé. Il nous avait dit d'aller écouter un podcast qui en parlait, tout ça. J'ai été écouter le podcast et ce que j'ai fait après, j'ai été à la bibliothèque, pas à la bibliothèque, mais à la librairie. À la librairie, merci. La même librairie que je vois tout le temps. Je suis arrivé là-bas. Ouais, Eric, on va t'organiser ça. Puis à un moment donné, ils m'ont appelé puis ils m'ont dit hey, on a un livre pour toi, Warhammer. J'ai dit, sais-tu dans les méandres de Warhammer? La fille a dit oui. T'as eu ça pour vrai, là. J'y croyais même plus. Là. OK. Fait que c'est ça. Fait que je suis content. Puis en plus de ça, je l'amène ici. Puis Marc qui me dit, je l'ai même pas. Fait que je me dis quelque part, oh, OK. Fait que je suis content. Je suis quelqu'un. Oui, là, mais pas pour ça. Sinon, il y a une autre affaire qui m'a que j'ai vraiment trippé. Tu sais, j'ai manqué quand même 2 podcasts avec vous autres. Oui. Dans la vie, tu sais, dans la vie normale, 2 podcasts, ça serait quoi? Ça serait 1 mois. Mais ça a été plus que ça parce qu'on a étiré des podcasts et ainsi de suite. Donc, j'ai manqué quasiment mon été avec vous autres les crinqués. Je m'en excuse, mais je m'en excuse pas. J'ai eu tellement de fun. J'ai passé une super de belle été. Je dis une belle été, une belle saison de grandeur nature. Pour les GN et tout ça, j'ai pas encore fini. C'est pas encore terminé. Demain, d'ailleurs, je finis de travailler à midi, puis à 2h, on a quelque chose d'autre qui starte à Saint-Pascal. Fait que je m'en vais là-bas pour dans le mi-soirée. Tu sais, j'ai regardé ça avec mes filles, puis mes filles ont dit Pat, sais-tu que t'as pas arrêté de l'été? Fait que là-dessus, j'ai eu mon déménagement, le déménagement de mes filles. En tout cas, un paquet d'affaires à gérer. Puis je regarde ça, là. Puis j'ai eu, depuis le début de mon été, j'ai eu 2 fins de semaine où j'avais rien. Dans tout mon été. Fait que quelque part... puis là, je suis dans un autre projet que je suis en train de vérifier de mon côté. Puis ça, je vous en parlerai. C'est un gros samalume qui s'en vient aussi. Mais je suis encore en train de travailler là-dessus. OK. Mais bon. C'est ça. On va espérer l'arrivée de... le retour de Joël. Ça devrait être là au prochain podcast. Je vais aller la chercher. OK, c'est bien. On l'amènera sur un diable. C'est un brancard. Attaché pareil comme Hannibal. Oui, sûrement. Et on ne sait pas c'est quoi le prochain thème. C'est peut-être l'Halloween, je ne sais pas, dans 2 semaines, on est proche. Peut-être qu'on va être aussi bien de le faire parce que moi, je ne pourrais pas être ici le 31. Non, le plus proche de l'Halloween, j'ai calculé que c'est on le ferait le 24. OK. Parce que de mon côté, j'ai été réquisitionné pour quelque chose d'autre. OK. Mais on n'a pas de... nos 2 semaines ne tombent pas le 31. Je serai raide le mur de la Fontaine. OK. Eh bien. Ouais. Donc, continuez de nous suivre sur Facebook, sur notre site Internet, sur les différentes plateformes de streaming, sur YouTube. On se retrouve à l'épisode 204.